bientôt 20h, merci d'être avec nous. Qui va vous convaincre? C'est votre rendez-vous jusqu'à 21h. 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes pour s'expliquer et pour convaincre. Et ce soir, Hélène Rossineau, médecin spécialiste de santé, va nous expliquer pourquoi elle pense qu'en matière sanitaire, Emmanuel Macron tient un double langage. Claire Lejeune, co-secrétaire fédérale des Jeunes Écolos, va essayer de nous prouver que l'islamo-gauchisme n'existe pas. Christophe Barbier, éditorialiste politique, va tenter de nous convaincre que c'est aussi peut-être à cause de l'effet MeToo que Georges Tron a été condamné. Et enfin, Xavier Couture, producteur de télévision, va essayer de nous convaincre que malgré la crise, il ne faut pas se laisser abattre. Selon notre sondage Elab, 1 Français sur 5 n'envisage pas de retrouver une vie normale à cause de la Covid. Hélène Rossineau, on démarre avec vous. Un message au président de la République, entre autres, halte au double discours d'Emmanuel Macron en matière sanitaire. Avant de vous entendre peut-être ce qu'a dit Olivier Véran tout à l'heure en matière de vigilance. Relâcher notre vigilance maintenant, c'est courir le risque de contraintes plus fortes dans un avenir proche, courir le risque d'avoir tenu ensemble si longtemps en vain. Nous devons encore tenir ensemble, faire reculer vraiment le virus. Sortir de la zone de danger. Nous l'avons fait déjà en mai dernier. Nous en connaissons le chemin, nos efforts ont déjà payé, mais la partie n'est pas encore gagnée. Il y a un double discours en matière de politique sanitaire des autorités. Hélène Rossineau, vous avez 90 secondes pour nous convaincre. Alors moi, je vais vous parler d'Emmanuel Macron. Macron, il en a marre des scientifiques. Il n'en peut plus de ceux qui n'ont que le mot reconfinement à la bouche. D'ailleurs, tous ses proches nous le disent sur tous les plateaux. Il est devenu épidémiologiste, il veut s'affranchir des médecins. Bref, il veut nous protéger contre tous ces toubibs qui ne pensent qu'à réenfermer la France. Bon, sauf que... il n'y a pas un mais, il y a un en même temps. Parce que d'un côté, il parle au grand public et à la presse en disant ça, mais de l'autre... Le ministère de la Santé nous envoie ce genre de mail. On l'a reçu il y a 2 jours. Il s'appelle « Organisation de l'offre de soins en prévision d'une vague épidémique ». Donc ils ont bon dos les médecins quand même. Parce que d'un côté, on nous demande de nous préparer à la crise. Et de l'autre, on dit qu'on est alarmiste et sans proposition. C'est marrant parce que moi, il me semblait que ça faisait 6 mois qu'on faisait des propositions sur les protocoles, sur l'école, sur les entreprises. Mais bon, on ne nous écoute pas. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que ça nous amuse, tout ça ? Est-ce que vous pensez que la souffrance des familles, les décès, les gens qui nous envoient des messages à longueur de journée pour nous dire à quel point ils souffrent, que ça nous éclate, qu'on trouve ça génial? Non, on veut tous sortir de la crise. Moi, je veux sortir de la crise. Par contre, je me contrefous de l'agenda politique du président de la République. Je me fiche des courbes de popularité. Ce que je retiens, c'est que avoir un discours qui essaye de monter les gens contre les soignants en pleine crise sanitaire pour redorer son blason, c'est méprisant et je suis poli. Les doubles discours, ça suffit, c'est tous ensemble qu'on gagnera. Merci Hélène Rossineau. Y a-t-il un double discours en matière sanitaire d'Emmanuel Macron? Christophe Barbier. Oui, il y a un double discours, ou si on veut raffiner, il y a un discours et des arrière-pensées. Le président de la République, outre ses convictions personnelles et son raisonnement personnel, a bien entendu que la Vox Populi avait changé et que ceux qui étaient pour des confinements stricts il y a 1 an, parce que la peur de l'épidémie nous submergeait, ont découvert d'autres dangers, le danger psychologique, notamment pour les jeunes, l'effondrement économique, la précarité à long terme, et que tout doucement, l'opinion a considéré que les mesures les plus restrictives, notamment le confinement, ça n'était plus possible. On voit bien que des choses qu'il était impossible de dire il y a 1 an sont devenues maintenant des opinions majoritaires. Et le président de la République a écouté cela. S'ajoute à cela l'idée que peut-être l'an dernier, il fallait obéir aux médecins parce que le pouvoir politique craignait le risque judiciaire et se disait si je me retrouve devant un tribunal, je pourrais toujours dire qu'il y avait un communiqué médical, une demande de la haute autorité scientifique, une recommandation de mon conseil scientifique pour dire que je suis innocent, responsable mais pas coupable. Ce sentiment-là est passé aussi. Elle voit bien, les politiques, que le jugement ne va plus être un jugement judiciaire dans les mois qui viennent, mais un jugement électoral parce qu'il y a des échéances dans les urnes. Donc oui, on a ce double discours. Après, on a aussi une double possibilité. On a l'hypothèse du pire, les variants qui s'enflamment, les lits de réanimation qui explosent, et donc on se confine. Et puis l'idée que peut-être ça ne se passera pas comme ça, que le pire n'est pas sûr, et qu'on va peut-être réussir à tenir jusqu'au moment où nous serons tous vaccinés. Et c'est aussi parce qu'il y a une double réalité possible, le pire et le meilleur, que le pouvoir politique s'autorise ce double discours. Claire Lejeune, en matière sanitaire, est-ce qu'Emmanuel Macron tient
un double discours. Je pense que oui. En fait, ce que vous disiez est assez emblématique de la manière dont a été gérée la crise depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'infantilisation, en fait, avec un discours qu'on tient aux Françaises et aux Français, et puis un discours qu'on va tenir aux médecins qui n'est pas le même, comme si en fait nos concitoyens et nos concitoyennes n'étaient pas en mesure d'entendre cette réalité que les soignants aujourd'hui vivent dans les hôpitaux, qui est encore extrêmement dure et dont on parle beaucoup moins aujourd'hui par rapport au premier confinement où on applaudissait tous à nos fenêtres à 20h. Tout cet esprit-là, on l'a perdu en fait. Donc le tenir ensemble, j'ai l'impression que quelque part, il fait un peu, aujourd'hui, il met un voile sur la partie soignant et soignante du corps social. Et je pense que c'est aussi assez emblématique du manque d'écoute qu'il y a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi des maires dans l'Est notamment qui disent « mais la situation est catastrophique, il faut au moins une forme de reconfinement ciblé, localisé, etc. » Et je pense que, en fait, dans l'ensemble du discours, il y a cette idée que, quelque part, on va devoir vivre avec le virus et que, du coup, toutes ces restrictions de liberté, il va falloir tenir, s'en accommoder sur le long terme. Mais cet accommodement, il est lourd en termes de conséquences psychiques, il est lourd en termes de conséquences sociales pour les étudiants notamment, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, mais qui reste très grave, et il est lourd en termes de vie humaine en fait, parce qu'on continue d'avoir des décès au quotidien. Donc oui, il y a un double discours qui est en fait masque une irresponsabilité sur la gestion logistique. Des masques d'abord, des vaccins ensuite, et puis de tous les protocoles qui auraient pu raisonnablement être mis en place si on avait écouté les gens qui sont actifs sur le terrain pour arriver à être efficace par rapport à cette pandémie. Double discours, Xavier Couture, ou évolution du discours, parce qu'il y a eu une évolution de la pandémie, une évolution des connaissances sur la pandémie, une évolution aussi du rapport entre les scientifiques et les politiques. C'est vrai aussi, il y a eu des précautions qui ont été prises au début de cette pandémie qui ne le sont peut-être plus maintenant. Alors ce qui me frappe, c'est que on reproche au président d'avoir un double discours au moment où il a un discours. C'est ça que je trouve absolument paradoxal dans la séquence que nous vivons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un appareil politique qui s'est trouvé confronté à une pandémie inédite et contre laquelle, évidemment, il a essayé de mobiliser le maximum de scientifiques, de médecins. Et ces médecins, c'est le moins qu'on puisse dire, eux, c'est pas le double discours qu'ils ont entretenu, c'est le multiple discours. On a entendu de l'appareil médical autant d'opinions et de manières de gérer cette crise qu'il y avait d'épidémiologistes qui étaient reçus sur vos plateaux ou qui prenaient la parole à droite ou à gauche. Il arrive un moment où, effectivement, et Christophe l'a très bien dit, pour des raisons économiques, pour des raisons simplement de santé mentale, d'une population qui n'en peut plus de vivre avec cette menace permanente, il y a un discours politique qui est plutôt un discours d'ouverture, d'allègement de tout ce qui peut être contraignant pour la population. Et d'un seul coup, l'appareil médical se met en vrille et dit « mais c'est pas possible, il y a un double discours, on nous envoie ». Mais que Véran envoie un minimum d'instructions qui sont de nature à pouvoir préserver ce que va être l'hypothèse d'une éventuelle reprise du virus, d'une pandémie qui se réaccélérerait. Ça me paraît la moindre des choses. L'appareil politique, il fait son boulot, là, et Véran, il fait son boulot. Mais que le président de la République ait une vision différente et essaye d'alléger cette chape de plomb qui pèse sur notre société depuis maintenant quasiment depuis un an, je trouve ça assez légitime. Donc je dirais pas de double discours, il y a un discours politique qui répond à une multiplicité de discours qui viennent d'ailleurs non seulement des médecins mais de tous les observateurs. Il y a chacun étant devenu épidémiologiste, vous l'avez très bien dit. Même 66 millions de procureurs, de sélectionneurs, voilà, etc. Là-dessus, on n'est pas à l'abri, effectivement, surtout dans un pays comme le nôtre, de multiples, y compris d'ailleurs chez chacun. J'ai entendu des individus qui étaient très autorisés à avoir une position au mois de mai, qui avaient la position inverse au mois de septembre. Donc, je crois qu'on a tous un peu pataugé dans une situation à laquelle nous n'avons pas de réponse. Ça me paraît pas illogique que le président, à un moment, ait dit « je siffle la fin de la récré, je prends des décisions qui sont des décisions politiques et arrêtez de me faire le reproche de n'écouter que les médecins ». Alors, 3 choses, là, Monsieur Couture. Vous avez raison sur un point. En particulier cet été, c'est déjà ça. On a eu une sacrée bande de rigolos qui sont baladés sur beaucoup de plateaux pour nous dire tout et n'importe quoi, et en particulier que le Covid était terminé. Bon, malheureusement, il se trouve que, dans certains médias en tout cas,
la science est devenue une opinion et que donc il faut des pour et des contre. Donc on va chercher n'importe qui, on les met sur un plateau, ils deviennent super connus et tout le monde les écoute. Que ça énerve le président de la République, je le comprends, ça m'exaspère aussi. Par contre, que le président de la République n'écoute même plus son conseil scientifique, ça me pose question. Parce que... En êtes-vous sûr? Alors, moi j'ai écouté le conseil scientifique qui en était déjà à dire on n'est pas une semaine près, mais attention, on va reconfiner. Professeur Delfrécy, on est confiné là? Décembre, c'était quand même il y a quelques semaines. On nous a prévu une apocalypse de reprise des admissions à l'hôpital et de l'encombrement des services de réanimation qui ne me semble pas être le cas aujourd'hui. Non, on a aussi une arrivée de variants. On savait qu'ils allaient arriver à un moment, par contre, quelles étaient leurs caractéristiques, ça on ne pouvait pas les deviner. Voilà, donc il y a eu quand même des prévisions apocalyptiques qui ne se sont pas produites. Pas encore, j'espère qu'elles n'arriveront pas. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est depuis le mois d'août, par exemple, et les écoles sont un emblème, d'accord? Depuis le mois d'août, on dit on ne veut surtout pas avoir à refermer les écoles, d'accord? Je pense que là-dessus, on va être d'accord. Bon, pour ça, on a besoin de mettre des protocoles sanitaires stricts en place, en particulier sur les cantines et sur l'aération. Ça permettra que ça ne diffuse pas trop chez les enfants. 6 mois après, c'est comme le nuage de Tchernobyl, vous savez, qui s'arrête à la frontière. Chez nous, le Covid s'arrête à l'entrée de l'école des petits Français. Mais est-ce qu'un peu de pragmatisme sur l'évolution d'une pandémie, qui d'abord est une première mondiale, que personne n'a vu venir, disons les choses très clairement, que personne ne sait comment gérer quand elle arrive, disons les choses très clairement, ce n'est pas quelque chose de normal. Qui aurait pu, il y a 1 an, prévoir que nous serions tous les 5 ici, à parler de quelque chose qui a tué des millions de personnes, contaminé des dizaines de millions de personnes, et qui a frappé, sans exception, la quasi-totalité des pays, des territoires de la planète? L'inventeur du vaccin de Pfizer. On a parlé là de décision politique, et moi je suis complètement d'accord que c'est le rôle du politique, à partir de propos scientifiques, de trancher, de prendre une décision qui est un choix de société. Ça, je suis complètement d'accord. Mais alors, il faut faire des choix de société aussi par rapport à des discours qui ont été tenus lors du premier confinement, que par exemple, il y avait des secteurs qui devaient être tirés hors de la loi du marché, qu'on allait renforcer l'hôpital. Aujourd'hui, on a un plan où sont prévues de nombreuses fermetures de lits. Dans mon département, par exemple, il y a les hôpitaux de Juvisy, de Dourdan, et de Longjumeau, où on a un taux de 600 lits fermés. Donc, quand parlons de décision politique et parlons de changement de paradigme qui a été promis par l'exécutif depuis le début. Ce fameux monde d'après, on ne le voit pas venir. Et donc, on reste sur la même logique de réduction des services publics. Ce qui fait que si... Moi, j'ai quand même l'impression que le monde a bien changé depuis 1 an. Oui, tout à fait. Mais on n'est pas, aujourd'hui, on n'est pas en train de construire une société... C'est pas celui qu'on voulait, mais en tout cas, il a bien changé. Résister ni à une autre vague de cette pandémie-là, ni à des pandémies qui pourraient arriver par la suite et qui ont beaucoup de chances d'arriver, en fait. Emmanuel Macron tient-il un double discours en matière de politique sanitaire ? Est-ce que Mme Rossineau vous a convaincu? C'est ce que nous allons voir. On passe au verdict. Christophe Barbier. Oui, c'est en effet un double discours, ce qui est dans la nature du politique. On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Emmanuel Macron entretient, si ce n'est une ambiguïté, du moins en ambivalence. Il a le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein. S'il appuie trop en même temps, ça dérapera. Christophe Barbier est convaincu. Claire Lejeune. Oui, tout à fait convaincu. C'est encore un double discours qui atteste d'un manque de confiance, en fait, qui est là depuis le début de la gestion de la crise, un manque de confiance dans les Françaises et les Français. Ça fait 2 convaincus. Xavier Couture. Mais je dirais non par esprit de contradiction. Évidemment qu'il y a des éléments de double discours. Mais au bout du compte, à partir du moment où il y a un discours politique, je dirais que ça me suffit et je ne suis pas convaincu par cette idée qu'il soit gouverné que par cette idée de double discours avec des arrière-pensées. Xavier Couture n'est pas convaincu, donc il est donc 2 convaincus, 1 qui n'est pas convaincu. Claire Lejeune, l'islamo-gauchisme n'existe pas, c'est ce que vous nous dites ce soir, et pourtant l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et l'université n'y est pas imperméable. Écoutez. J'ai dit que l'université n'était pas étanche, que l'université était traversée par tous les courants de la société. Je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays. Et Claire Lejeune, donc vous n'êtes pas d'accord et vous avez 90 secondes pour convaincre. Oui, d'ailleurs, le CNRS a réagi pour rappeler que l'islamo-gauchisme n'est en fait pas une réalité scientifique sur laquelle on pourrait enquêter. C'est un terme qui a été repris par Blanquer, notamment lors de l'attentat sur Samuel Paty, qui est devenu un peu un élément de langage des membres de la majorité et qu'on retrouve aujourd'hui
dans la bouche de Frédérique Vidal. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça ne nous avance pas beaucoup sur ce que serait l'islamo-gauchisme. Le marxisme, le libéralisme, on voit ce que c'est. Il y a des corpus, il y a des auteurs, il y a des écoles de pensée qui d'ailleurs se livrent bataille au sein de l'université. Mais l'islamo-gauchisme, rien de tel. Donc comment quelque chose qui n'existe pas pourrait à ce point gangréner la société et en particulier l'université, on ne voit pas très bien. Donc aujourd'hui, s'il y a des appels à la démission de Frédérique Vidal, c'est pas par esprit de polémique, c'est parce qu'elle a un rôle de garante du débat universitaire et qu'aujourd'hui, elle s'en fait l'incendiaire. Elle met en danger finalement ce qu'elle est censée protéger. Donc, en attendant sa démission, voilà quelques sujets qu'elle pourrait aborder. Vous allez vite en besogne. La prochaine fois qu'on lui tend un micro, au lieu de raconter tout et son contraire sur un sujet qui n'a pas d'existence réelle, elle pourrait par exemple parler de la précarité étudiante qui est en train d'exploser. Elle pourrait par exemple parler du manque de moyens de l'université, du manque de moyens par exemple du CNRS qu'elle charge d'enquêter sur ces choses-là. Donc voilà les vrais sujets politiques du moment. Donc à nous, chercheurs, étudiants, commentateurs, acteurs politiques, de sortir de ces faux débats qui nous détournent des vrais combats. Xavier Couture, l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. C'est une vue de la pensée, en quelque sorte. Alors, je rejoins, parce que je pense qu'en tant que notion scientifique, l'islamo-gauchisme n'a aucune réalité. Donc c'est vrai que dans la bouche d'une ministre, le terme m'a choqué. Je trouve ça inutile d'utiliser un terme qui a déjà été utilisé par un autre ministre, mais que je trouve, je dirais, bêtement incendiaire. En revanche, qu'il y ait au sein de l'appareil d'éducation, et particulièrement à l'université, et même dans les zones de recherche, une sympathie à l'égard de l'islam, et une sympathie ancienne d'une partie de la gauche bien pensante ou de l'extrême gauche ultra bien pensante, c'est une certitude. Mais de l'un à l'autre, je pense que la passerelle devient dangereuse. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se dire qu'il y a un appareil politique plutôt à gauche ou à l'extrême gauche, qui a traditionnellement, et ça ne date pas d'hier, ça ne date même pas des premiers attentats, ça date de bien plus longtemps que cela, une forme de bienveillance à l'égard d'une population qui est, je dirais, associée à une souffrance sociale. Dans le fond, les musulmans de France, ou les Français musulmans, ont été tenus à l'écart, et pour une part, ça n'est pas faux, des progrès minimums qu'une société aurait pu leur garantir, y compris dans le domaine de l'éducation d'ailleurs. Je pense sur des zones entières qui ont été abandonnées par l'éducation, et parfois avec la complicité d'un certain nombre de syndicats de professeurs. Donc on pourrait dire beaucoup de choses sur cette notion d'islam et d'intellectuels, et d'appareil d'éducation, et d'appareil universitaire. Je pense néanmoins que ce terme d'islamo-gauchisme, en lui-même, disqualifie celui qui le prononce. C'est ça qui me gêne, parce que la chose existe, mais sa dénomination est fausse. Alors, ça existe ou ça n'existe pas? L'islamo-gauchisme existe, je l'ai rencontré. Sous plusieurs formes. D'abord une forme théorique qui est un auteur anglais qui l'a théorisé dans les années 90 sur le thème le prolétariat ouvrier blanc classique, les classes prolétariennes disparaissent. Elles ont fait les beaux jours du marxisme, elles disparaissent. Le nouveau prolétariat, les nouveaux damnés de la terre, ce sont les immigrés, et notamment les immigrés qui viennent du Sud, et donc pour beaucoup des musulmans. C'est importé ensuite en France avec une réflexion qui apparaît par exemple en politique dans une note de Terra Nova qui recommanderait à la gauche de se concentrer sur cet électorat issu des banlieues, marqué par l'islam, et donc d'avoir un discours islamophile pour plaire à ces nouvelles classes qui sont objectivement défavorisées. Ça va donner politiquement deux tentatives. D'abord la mutation de la Ligue communiste révolutionnaire, l'ancien prolétariat, en nouveau parti anticapitaliste, en essayant de devenir le parti des banlieues. Mais pour être le parti des banlieues, il faut être contre le capitalisme, contre l'Amérique qui est le capitalisme. Il faut aussi être plutôt enclin à favoriser l'islam, y compris dans sa dimension politique. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, être en sympathie avec les islamistes terroristes. Et puis enfin, la nouvelle stratégie électorale de Jean-Luc Mélenchon, qui, on l'a vu dans le débat sur la loi contre le séparatisme, se met en rempart contre l'islamophobie en s'adressant à cet électorat dont il pense que si on défend les musulmans, eh bien il se ralliera à la bannière rouge de Jean-Luc Mélenchon. On a donc bien un Jean-Luc Mélenchon qui quitte le classique gauchisme de défense des prolétariats pour aller vers un islamo-gauchisme. Ce qui ne veut pas dire qu'il a des sympathies pour ce que font les islamistes politiques dans les pays où ils sont au pouvoir, mais il est lui aussi dans une forme d'ambiguïté. Enfin, pour terminer, on nous dit que ce n'est pas un objet scientifique. Bon, moi, je vois des universités américaines et maintenant françaises nous parler du privilège blanc. Je n'ai pas noté que le privilège blanc était une notion scientifique très réelle.
Pas plus. Hélène Rossineau, vous avez entendu ce qui a été dit, pas d'école de pensée liée à l'islamo-gauchisme, c'est ce que dit Claire Lejeune, mais ce que nous dit Christophe Barbier nous fait repenser, peut-être pas d'école de pensée, pas encore d'école de pensée liée à l'islamo-gauchisme. Peut-être que c'est quelque chose qui est en train de naître sous nos yeux et que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à saisir ce concept ou ce que peut être l'islamo-gauchisme aujourd'hui dans notre société. Alors, moi, je suis assez perturbée d'avoir entendu Frédérique Vidal prononcer ce mot, qui est pour moi un mot plus militant qu'un mot universitaire. Et en tant que ministre, on n'est pas censé être militant. On est censé s'occuper, en tout cas pour elle, de l'université. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'elle a prononcé ça le lendemain du discours de Boris Johnson, qui disait, lui, qu'il allait tout faire pour maintenir la liberté d'expression dans les universités en Angleterre et pour éviter la censure et la fameuse cancel culture qui nous arrive. J'ai trouvé ça assez intéressant de voir une opposition entre deux politiques de deux pays quand même assez proches, l'un nous disant attention, liberté d'expression, c'est très important, et l'autre nous disant attention, les professeurs ne peuvent pas tout dire, ne peuvent pas chercher, enfin en tout cas faire de la recherche sur tous les sujets. Pour moi, la liberté d'expression et la liberté de recherche, c'est extrêmement important. Et alors, j'entends les définitions de tous les côtés. Le terme ne. Mais du coup, pardon, pardon, ça existe ou pas alors ? Quelle est votre conclusion ? Moi, je ne pense pas que ce soit un bon terme. Je vois, en tout cas, je trouve ça très stigmatisant pour la gauche. Je vois parfois du clientélisme. Ça, c'est un terme bien connu. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à gauche qu'il y a du clientélisme, mais on le voit bien. Je vois, et là plutôt à raison, des personnes qui ont envie de lutter contre une certaine islamophobie qui arrive, parce que c'est quand même assez clivant comme sujet, sans avoir bien entendu de sympathie pour l'islamisme, on l'a dit. Mais pour moi, ce terme islamo-gauchisme, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça n'existe pas vraiment. C'est plusieurs réalités en une. Je vous entends tous les quatre et j'ai un petit problème. Je ne sais pas si on parle de philosophie, de courant politique ou de sémantique. En fait, je pense que la conversation qu'on a ici, elle est assez emblématique de l'absence de clarté qu'il y a sur ce terme. Je veux dire, islamo, on parle de quoi ? On parle de l'islam ? On parle de l'islamisme, on parle de complicité avec le terrorisme. C'est un globi-boulga incompréhensible et c'est effectivement un mot militant qu'on entend dans la bouche d'une ministre, non seulement pour délégitimer l'opinion avec une visée politique, politicienne, mais pour être la base d'une enquête menée par le CNRS. Donc, qui pourrait éventuellement être la base de décision sur le financement de la recherche. Non, mais pas sur la base d'un mot qui est absolument un mot militant, qui existe spécifiquement pour délégitimer une opposition. Et ce que Jean-Christophe a décrit, c'est un courant de... Pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Pardon. Vous avez été habitué à Jean-Christophe Buisson ici. Ça marque, c'est redoutable. C'est exactement ça. Ce serait un espèce de courant de pensée que moi je trouve que vous avez décrit de manière assez biaisée. Ce serait effectivement un courant de pensée qui prend acte du racisme, qui prend acte des discriminations et qui essaie de prendre ça à bras-le-corps en l'articulant aux questions de discrimination sociale, aux questions d'inégalité territoriale. Et il n'est même pas assez stabilisé pour qu'il ait une école ou quoi que ce soit. Donc prendre ça et dire qu'en fait ce courant-là gangrènerait l'université. On a même un Raphaël Enthoven qui parle de peste intersectionnelle quand même. Ça va loin. C'est gravissime en fait. Et moi je comprends complètement la communauté universitaire qui se lève tout ensemble pour dire en fait cette ministre n'est plus en capacité de nous représenter. Elle nous met en danger. Elle met en danger les libertés académiques. Ça m'inquiète que toute la communauté universitaire se lève ensemble sur le sujet. La maladresse. Pour la liberté de recherche, ça vous étonne ? Oui, ça m'étonne. Oui, mais la liberté de recherche, certes, la liberté d'expression, oui, mais la maladresse de la ministre qui en effet prend un mot qu'on peut contester, c'est d'ailleurs ce qu'on fait là, pour en faire une arme politique alors qu'elle a la tutelle sur cette administration, c'est évident. D'ailleurs, ça lui revient dans la figure et ça va donc aboutir au but contraire. Elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut. Blanquer avait été plus habile dans la même approche. En revanche, qu'à l'université, il y ait ce genre d'idéologie, mais c'est vrai en permanence. On ferait cette émission 60 ans en arrière. On trouvait des universitaires pour défendre Pol Pot, pour défendre Mao, pour nous dire que le stalinisme c'est formidable, que le maoïsme c'est l'aboutissement de l'homme nouveau. Et on est horrifié quand on se retourne maintenant sur ceux qui ont pu dire ça. Il y a à l'université, parce que c'est un espace de libre expression et de libre réflexion, des horreurs idéologiques qui sont proférées. Mais ce qui m'inquiète plus aujourd'hui, et ça vient moins de l'islamo-gauchisme que de cette cancel culture venant des États-Unis, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord peuvent ne plus avoir le droit de s'exprimer, être évincés de leurs cours, se voir privés d'une chaire, être priés de quitter l'université. S'il se passe ça en France, comme on l'a vu dans plusieurs témoignages aux États-Unis, alors là, c'est très grave. Non, mais c'est là où le mot me fait très peur, parce que derrière l'islamo-gauchisme, il y a cette idée que tous ceux qui seraient
englobés dans ce vocable seraient des défenseurs des islamistes radicaux attentats. Et c'est là où, et parce que vous avez très bien décrit, ça, il faut bien le limiter. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on fait d'une certaine façon, pour une certaine je dirais, intelligentsia de gauche, il y a un remplacement progressif, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé en Angleterre, du prolétariat vers les musulmans qui ont été eux-mêmes mis plutôt en arrière de notre société. Oui. Et donc, d'un problème social qui est devenu un problème politique, qui est devenu un problème pour les intellectuels et les universitaires, on a bloqué un terme qui lui-même met à distance ce que cette intelligentsia voudrait dire. C'est ça. L'islamo-gauchisme n'existe pas. On va voir si vous avez été convaincu. Christophe Barbier. Non, pas convaincu. Il existe bel et bien, même s'il ne faut pas en faire un mot valise, un mot fourre-tout. Hélène Rossineau. 100% convaincu. Xavier Couture. Je demande une abstention absolue parce que je suis. Oh là là, je suis absolument l'abstention. Je suis convaincu par le fait que ce mot est un mot maladroit. Je ne suis pas convaincu par l'argumentation. Voilà. Alors attention, pas convaincu donc pour Xavier Couture. Même chose pour Christophe Barbier. La petite croix n'est pas. Mais je vais la faire avec mon écharpe, voilà. Merci Christophe de faire la petite croix avec votre écharpe. On continue le débat suivant. Il concerne Georges Tron, condamné. Est-ce aussi une conséquence de MeToo? Christophe Barbier, vous allez essayer de nous convaincre en 90 secondes de ce que vous pensez. Avant de vous entendre, peut-être un signe possible de ce changement d'époque. Regardez et écoutez. La justice n'est pas la justice médiatique, où Georges Tron a été condamné dans des conditions inadmissibles durant 7 ans, privé de la possibilité de poursuivre sa carrière, moqué. Et nous espérons que c'est une page qui se tourne pour lui. La libération de la parole des victimes de crimes sexuels et notamment des crimes d'inceste ces dernières semaines nous oblige. Elle nous oblige à ne plus fermer les yeux, à regarder en face ce que trop longtemps la société n'a pas voulu voir. Voilà ce qui peut se passer en 3 ans. Juste une information qui vient de nous parvenir il y a quelques secondes à peine concernant évidemment Georges Tron. Les avocats de Georges Tron vont former un pourvoi en cassation et déposer dans la foulée une demande de mise en liberté. On vous tiendra au courant évidemment tout au long de la soirée de ce qui est en train de se passer. Donc, Christophe, 90 secondes pour nous convaincre. Il y a un effet MeToo, il y a une ambiance de l'époque avec des évolutions fort positives sur la société, mais qui ont un impact direct sur des décisions judiciaires. L'histoire du procès de Georges Tron en est l'éloquente illustration, puisque le premier procès devait se tenir à l'automne 2017, et Éric Dupond-Moretti, alors son avocat, obtient le report, parce qu'à ce moment-là, dit-il, l'ambiance est intenable. Il parle même de #tonport partout, c'est-à-dire il considère qu'on ne peut pas juger sereinement un homme alors qu'il y a un tel débat dans la société. On parle même à ce moment-là d'une confidence du président du tribunal qui aurait dit « j'aurais préféré que ce procès fût confié à une présidente, à une femme ». On obtient ce report. Donc on a considéré que c'était légitime. En novembre 2018, l'ambiance n'est plus tout à fait la même, on en parle moins, même si le débat de société continue. Il est acquitté. Nous sommes là en début de l'année 2021 avec des affaires très spectaculaires qui ont remis sur le devant de la scène ces crimes, et on constate qu'il y a eu donc une condamnation. La justice ne se rend pas en éprouvette, elle ne se rend pas dans un espace hermétique, elle est à l'écoute de ce qui se passe autour. Remontons le temps, un autre exemple illustre, dans une affaire totalement différente, Christian Ranucci, en mars 1976, est jugé pour le meurtre d'une petite fille. Au moment où le procès commence, un autre homme, Patrick Henry, est arrêté pour avoir tué un petit garçon, Philippe Bertrand. Eh bien, Maître Lombard, qui défendait Ranucci, a dit des années après que c'est là qu'il avait senti que ça lui échappait, qu'on ne pouvait plus envisager de considérer Ranucci comme un innocent, alors qu'il y avait eu l'affaire Patrick Henry, et que la France avait peur. La France a peur, c'est ce qu'avait dit Roger Gicquel. Valéry Giscard d'Estaing refusa de signer la grâce, et Ranucci a été guillotiné à la fin de l'été 1976. La France a peur. La condamnation de Georges Tron, aussi une conséquence de l'effet MeToo. Claire Lejeune. Tout à fait, peut-être. Et si c'est le cas, quelque part, tant mieux, en fait, que la justice puisse être à l'écoute du mouvement très profond qui est en cours dans la société et qui est heureux. Enfin, je veux dire, ce qui se passe, c'est le débouché de siècles de domination masculine et de siècles d'oppression. Donc, ça a une forme qui peut être... qui peut avoir des formes de violence, mais
aujourd'hui que ça puisse déboucher sur aussi la manière, sur une transformation de la manière dont on perçoit les victimes, c'est vraiment heureux. Je veux dire, les 2 plaignantes, pendant le premier procès, elles ont elles aussi été extrêmement vilipendées, ciblées de manière très très violente. Et on entend Dupond-Moretti décrire justement Tron comme une victime. Et aujourd'hui, on a une situation où ça s'est retourné, où enfin on reconnaît la parole des victimes, où on respecte la parole des victimes, et on voit que la culpabilité est du côté de la personne qui avait le pouvoir, du côté de la personne qui a exercé cette emprise violente sur ces femmes. Et c'est du coup, oui, c'est peut-être une conséquence de MeToo, mais c'est une conséquence positive, réellement une victoire pour la justice aujourd'hui. Et entre-temps, l'avocat est devenu ministre aussi, il faut le rappeler, ça change aussi quelque chose. Des éléments de langage, effectivement. La condamnation de Georges Tron, c'est une conséquence de, peut-être, l'un des effets de cette époque MeToo, et c'est tant mieux, c'est ce que dit Claire Lejeune. Est-ce que vous êtes d'accord, Hélène Rossineau ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et on voit même un peu plus loin une évolution de la justice. La justice commence à se mettre vraiment du côté des victimes. Il ne faut pas oublier qu'il y a 100 ans, le viol, c'était surtout l'honneur des hommes qu'il fallait racheter. C'était pas du tout la victime, la femme et l'attaque qu'elle avait subie, pour lesquels on essayait d'obtenir une réparation. Donc c'est bien qu'il y ait une évolution, que la justice écoute les débats de société, tant mieux. Ça aurait été bien qu'elle en prenne conscience aussi, sans avoir forcément besoin de MeToo. Mais bon, maintenant qu'on y est et qu'on voit que la parole commence à changer, la parole évolue, la parole se libère du côté des victimes, la société écoute de plus en plus aussi, et je pense que c'est le plus important, parce que si la société écoute, eh ben la justice va écouter aussi, à un moment, va prendre les choses plus au sérieux. Donc si MeToo a pu servir à ça, tant mieux. La société, la justice, pardon, se fait en fonction de l'époque, de la société, de ce qui s'y dit, de ce qui s'y déroule. C'est un fait aussi, ça, pour vous ? Oui, c'est un fait, évidemment. L'impact de MeToo sur ce jugement est évident. Simplement, à si peu d'écart, passer de l'acquittement à 3 ans ferme, ça interroge sur le poids que l'opinion a sur l'évolution de la justice. 3 ans ferme, je crois que c'est plus que ce qui avait été requis. Hein, et c'est plus que ce qui avait été requis, alors qu'il avait été acquitté, ce qui était moins que ce qui avait été requis. Donc, ce qui m'interroge, et encore une fois, je souscris à l'idée qu'il y a eu des millénaires de domination masculine et qu'il est temps que cela cesse. Ce qui me pose un problème, c'est, et on parlait tout à l'heure de Ranucci. Maître Lombard, dont vous parliez, avait eu cette formule, je crois, quand le jury de l'opinion entre au tribunal, la justice par une porte, la justice sort par l'autre. Une formule de ce type, je crois. Et donc, ce qui me fait peur, c'est, en l'occurrence, il est possible ou probable que la justice soit passée, est-ce qu'elle est passée trop sévère ? Je ne connais pas le dossier, je n'ai pas eu à le connaître, et honnêtement, si Georges Tron s'est mal comporté et qu'il soit puni, ma foi, c'est la moindre des choses dans l'état actuel, je dirais, et d'une certaine façon, vous avez raison, il est temps que ces comportements-là soient éradiqués une bonne fois pour toutes. Je m'interroge néanmoins sur cette puissance aujourd'hui que l'opinion, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de l'ensemble des moyens de communication qui sont mis à sa disposition, cette puissance modifie. On parlait tout à l'heure de l'aspect étrange de la gestion de la médecine. C'est vrai, dans le fond du dossier, cet homme est acquitté, quoi qu'il ait pu faire, quoi qu'il ait pu se passer. Cet homme est acquitté il y a 2-3 ans. Rien n'a changé, a priori, rien n'a changé dans le fond du dossier. Il n'y a pas eu de révélation depuis, sauf erreur de ma part, évidemment. Et aujourd'hui, il est coupable, 3 ans de prison. Mais on peut regarder la sentence d'aujourd'hui comme anormale, mais on peut aussi regarder celle d'il y a 2 ans. Je ne dis pas que c'est anormal, attention. J'essaie de comprendre la différence entre ce qui a été décidé et les bases sur lesquelles cette décision a été prise il y a 2 ou 3 ans et ce qui a été décidé il y a quelques années. On a eu pendant extrêmement longtemps une impunité quasi généralisée par rapport à ce genre de comportement et ce genre de crime. Aujourd'hui, on rattrape, c'est rapide. Du coup, ça bouscule un peu la société. Mais je veux dire, ça va plutôt dans le bon sens. Si on est tous d'accord pour dire que le fait que des hommes profitent de leur situation de pouvoir pour avoir ce genre de comportement est absolument inacceptable, il faut que la justice elle soit à la hauteur de ça.
Et cette exigence qui a effectivement été portée par une libération de la parole, qui a pris de l'ampleur, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a les réseaux, etc. Mais c'est des outils formidables pour les victimes, je veux dire. C'est une chance qu'on ait. Mais donc ça veut dire que les réseaux sociaux contribuent à faire la justice aujourd'hui en France ? Mais les réseaux sociaux font partie aujourd'hui de l'espace public. Donc en fait, il faut accepter que les réseaux sociaux vont jouer un rôle dans la manière dont évolue la société et dans la manière, du coup, dont évolue la justice. Comme les journaux hier ou aujourd'hui, comme les groupes d'influence. Ça pose quand même deux défis. Il y a deux choses à surveiller. D'abord, il serait bon de vivre dans un monde où la justice, par ses sévérités, change la société et amène à des changements de comportement, parce qu'on sait que si on se comporte pas bien, la justice sera sévère. On constate que c'est plutôt l'inverse. C'est la société qui bouge et c'est la justice qui suit. C'est pas le signe d'une grande sérénité. Le deuxième risque contre lequel il faut se prémunir, c'est que cette opinion qui influe, et en effet, ça peut influer positivement, c'est une demande sociale. Il faut pas que cette opinion, ce poids de l'opinion, aboutisse à écraser la présomption d'innocence. Alors là, nous sommes face à quelqu'un qui a eu 2 procès, parfaitement équitable. Il y a maintenant une vérité judiciaire, provisoire parce qu'il y a cassation, mais quand même elle est là. Dans d'autres affaires, et on peut penser sur cette même semaine à Richard Berry, dont le film est déprogrammé parce qu'il y a des accusations contre lui, on a l'impression que la société, par peur de l'opinion, va considérer l'accusé comme présumé coupable, et donc déjà lui faire subir une peine. C'est pas une peine judiciaire, mais c'est une peine sociétale. On rappelle quand même que les deux cas sont très différents. Il y a eu jugement, la justice a été prononcée dans un cas et absolument pas dans l'autre. Mais le comportement des institutions et des acteurs se fait maintenant en fonction du buzz, et donc on peut voir des gens amenés à perdre leur travail, à perdre leur réputation, alors que judiciairement ils ne sont pas jugés, qui sont présumés innocents parce que le souffle de l'opinion aura fait prendre telle ou telle décision à un employeur, à un commanditaire ou à qui que ce soit. Hélène Rossineau. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le premier procès quand même dans lequel le résultat en appel est très différent. Il avait quand même eu un non-lieu avant que finalement le non-lieu soit annulé, qu'il soit envoyé en cour d'assises et que... C'est habituel aussi dans les procès, ça arrive. L'appel, il est quand même là pour ça. D'ailleurs, la cassation est là pour ça derrière aussi. C'est la justice qui suit son cours. Ils ont le droit de se contredire, de ne pas être d'accord, d'avoir de nouveaux éléments. Au tout début, les juges d'instruction avaient dit qu'il n'y avait pas assez de matière quand même pour faire un procès. Résultat des courses, 10 ans après, il est en prison ce soir. Donc visiblement, il y avait quand même matière à ce qu'il y ait un procès. C'est aussi le rythme normal de la justice. Là où je suis d'accord avec vous, Monsieur Barbier, c'est que moi, ce qui me perturbe beaucoup, alors le procès a duré extrêmement longtemps quand même. On est en 2021, ça a commencé quoi, en 2011 Déjà sous le feu de l'opinion, parce que c'est juste après l'affaire Strauss-Kahn. On accorde à cette affaire une attention. Et là où, on a eu de la chance, ça a traîné, mais au moins ça n'a pas été correctionnalisé, parce que ça aurait pu pour aller plus vite. Parce que malheureusement aujourd'hui la justice elle a tellement peu de moyens qu'on se retrouve avec des procès, en particulier ceux pour viol, qui sont requalifiés en agression parce qu'au bout de 6 mois au moins la victime a une chance de se retrouver devant le tribunal. Alors que là il a fallu attendre 10 ans enfin pour qu'il y ait un verdict, et encore s'il y a pourvoi en cassation, même s'il n'est pas suspensif normalement, on y est encore pour quelques années. Donc moi ce que je retiens c'est que il faut quand même aussi soutenir la justice. Bien sûr l'opinion joue, mais la justice s'étale quand même sur des années. Le viol, ça peut aller jusqu'à 15 ans de prison, hein. Là il y a eu 3 ans. Je ne suis pas là pour juger le fond, je dis juste que on a quand même tendance à diminuer au fur et à mesure les peines. Et là où je suis d'accord, c'est que ça, c'est pas très dissuasif. Malheureusement, on en est arrivé aujourd'hui à un moment où on a besoin des réseaux sociaux et de l'opinion publique pour pousser des condamnations à certains moments, parce que la justice n'a pas assez de moyens. Que les réseaux sociaux représentent l'opinion publique, et évidemment, si le jugement est cassé, il faut le rappeler, un nouveau procès. Donc effectivement, ça va durer relativement longtemps. Xavier Couture, vous voulez réagir ? Ça peut durer relativement longtemps. Non, simplement, encore une fois, et je pense que je sors de cette problématique, Georges Tron. Encore une fois, la justice est passée, ma foi, elle est passée, on verra bien ce qu'elle dira à l'avenir, et je rejoins ce qui a été dit sur la nécessité de faire régner l'ordre dans les comportements masculins. En revanche, j'ai très peur sur les réseaux sociaux d'un certain nombre de processus de lynchage qui ont amené dans le même registre à des positions ou à des conséquences qui étaient disproportionnées par rapport au fait. Je pense à Éric Brion et à Balance ton port, où la justice a fini par lui donner raison parce qu'il y avait calomnie, même si, et d'ailleurs il s'en est expliqué, même si les propos étaient tout à fait scandaleux, etc., mais il n'y avait pas nature à ruiner
la vie d'un homme, parce qu'on a ruiné la vie d'un homme. Donc je pense qu'il faut faire très attention aussi à la manipulation de l'opinion par l'intermédiaire de ces réseaux qui, comme vous le dites, ne représentent pas l'intégralité de l'opinion, mais par l'intermédiaire de discours extrêmes, permettent de créer des lynchages qui sont parfois abusifs. Juste sur ce sujet, je pense qu'en fait, on ne peut pas dissocier les deux sphères. C'est-à-dire que je pense que la raison de l'ampleur des mouvements sur les réseaux dans la société, elle est aussi liée au fait que les victimes avaient une immense difficulté à avoir même accès aux tribunaux jusque-là. Enfin, c'est seulement récent qu'on arrive à avoir des condamnations pour viol comme ça. Et il y a encore aujourd'hui plein de femmes qui n'arrivent pas à déposer plainte. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même faire attention? Là, vous considérez que c'est une bonne chose que ce procès... Non, mais le jour où on arrivera à avoir une procédure judiciaire qui accompagne réellement les victimes, le jour où on donnera les moyens à la justice d'agir réellement, peut-être qu'en fait, on n'aura plus besoin de toute cette ampleur sur les réseaux notamment. Donc plus en fait, on aura des voies de recours fonctionnelles, efficace, rapide au niveau de la justice, moins les phénomènes de lynchage, etc. auront lieu sur les réseaux. C'est tout à fait vrai. Moi, je souscris à ce que vous venez de dire. Mais ça passe par une parole rapide de la victime. Alors qu'on a des phénomènes d'auto-amnésie, d'autocensure, et des années après, la justice se retrouve avec un objet judiciaire où la preuve, l'aveu, le témoignage clair et précis devient difficile. Et c'est ça qui fait que la justice souvent se dit « Oh là là, mais si on va aux assises avec ça, ça va se déliter, ça tiendra pas la route ». Ça a été d'ailleurs pour ça que l'affaire Georges Tron a connu toutes ces circonvolutions. Là où je suis d'accord avec Claire Lejeune, c'est que pour une parole rapide de la victime, il ne faut pas avoir peur d'aller au commissariat et de porter plainte et qu'on nous dise « Oui mais non, écoutez, ça va pas tenir, ne portez pas plainte. Voilà. » Donc je suis d'accord avec vous, on a besoin de procédures solides. Un problème dans de nombreux cas. Voilà. Donc le dépôt de plainte pour une femme dans des cas de ce genre n'est pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer ou qu'on pourrait l'espérer. La police se forme pour que ça soit plus facile. Il y a aussi le blocage dans la famille, où on va dissuader la plaignante de remuer tout cela. Donc il y a des niveaux de verrou à faire sauter dans la société très compliqués. La condamnation de Georges Tron aussi une conséquence de l'effet MeToo. Est-ce que vous avez été convaincu? C'est ce que nous allons voir. Et donc on commence avec vous, Claire Lejeune. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un travail aussi interne à la justice. Je pense que les magistrats sont aussi en train de prendre en compte cette parole-là, et c'est certainement lié à cette libération de la parole qui est heureuse. Et vraiment, il faut qu'on le prenne comme une première étape positive vers un mouvement qui aille encore plus dans ce sens-là. Hélène Rossineau. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est très bien et que ça va permettre aussi de continuer à libérer la parole des victimes. Plus on voit des personnes condamnées, plus on voit que la justice commence à fonctionner correctement, plus on a de chances que la parole se libère. Xavier Couture. Oui, tout à fait convaincu. Même s'il ne faut pas que la libération de la parole devienne un objet de libération de la condamnation à tout prix. Je fais cette émission depuis le début de la semaine. Je crois que c'est la première fois que j'ai 3 convaincus. Bravo Christophe pour cette prouesse. Je le rappelle. C'est le fait de société qui s'impose à tous. Pour revenir à cette affaire, cette information donc de la soirée, les avocats de Georges Tron ont formé un pourvoi en cassation, déposé dans la foulée une demande de mise en liberté. On va y revenir tout au long de la soirée sur BFM TV. Un Français sur 5 qui pense, tenez-vous bien, qu'on ne retrouvera jamais, j'ai bien dit, jamais la vie d'avant la pandémie. Ne désespérez pas. C'est ce que vous nous dites, Xavier Couture, ce soir. Vous avez 90 secondes pour nous convaincre, mais surtout pour les convaincre. Oui. Non, mais je crois qu'il y a dans ce pays une forme de fascination pour la vision apocalyptique du futur, pour une partie de l'opinion. Et cette délectation, moi, m'exaspère. C'est-à-dire que, et on le voit depuis le début de la pandémie, alors on parlait tout à l'heure du nombre invraisemblable que nous avons d'épidémiologistes qui nous annoncent la reprise sous toutes ses formes d'une maladie qui va tous nous tuer. Jusqu'à présent, elle n'a pas tué grand monde, et je sais que je vais beaucoup choquer en disant ça, mais enfin bon, elle a fait 70 000 victimes, ce qui est épouvantable, et je plains les familles des victimes, mais c'est une pandémie qui, par rapport, doit avoir touché 0,05% de la population. Je rappelle que la grippe espagnole a tué, je crois, 8 ou 9% de la population du monde. Je veux dire que nous sommes dans une guerre qui, pour une part, est artificielle. Pour une part, représente aujourd'hui un moyen pour les extrêmes de s'exprimer. Je reviens à mes réseaux sociaux. C'est formidable, les réseaux sociaux. Parce que dans le fond, ça donne la parole à ceux qui ont envie de brailler. C'est-à-dire envie de dire « ça va mal, c'est épouvantable, on n'en sortira pas ». Il y a cette espèce de volonté permanente, absolue, de considérer que nous sommes dans une situation catastrophique. Or,
On vit dans un pays de liberté. On n'est pas en Birmanie, on n'est pas dans une situation dramatique. Le pouvoir politique a permis à l'économie de s'en sortir. Nom de fichtre. Si on pouvait garder un poil d'optimisme et se dire que aujourd'hui c'est bien, demain ce sera mieux. Nom de fichtre, si Emmanuel Macron nous regarde, il va être content ce soir. Hélène Rossineau, je vous ai vu prendre des notes, vous écriviez quoi ? En fait, j'ai vite arrêté parce qu'il y avait tellement de choses qui m'énervaient que je me suis dit que j'allais les retenir et que ça irait plus vite. Je vois que je vous ai pas convaincu. On peut faire le jugement. Là, c'est foutu. On verra pour ça plus tard. Je pense que s'il y a 66 millions d'épidémiologistes, il y a 67 millions d'habitants, vous faites partie du dernier petit million. Parce que déjà, vous êtes complètement planté sur les chiffres. Ensuite, à mon humble avis, il faut que vous alliez voir quelques patients de près, des familles de près, des personnes vulnérables qui ne sont pas sorties de chez elles depuis plus d'1 an, que vous alliez voir les personnes avec des Covid longs, ceux qui font partie des 10% des symptomatiques qui ont des séquelles encore après 6 mois, des gamins de 20 ans qui n'arrivent pas à monter 2 marches d'escalier parce qu'ils sont essoufflés. Ça fait un Français sur 3, ça ? Ah non, ça ne fait pas un Français sur 3. Bon, ça me rassure. Par contre, 1 sur 5. Il y a des Français qui sont empathiques, il y a des Français qui ont peur, il y a des Français qui ont perdu leur job, il y a des Français qui aujourd'hui ont peur pour leur avenir. Attendez, regardez les restaurateurs, regardez les commerçants. C'est tout leur avenir aujourd'hui qui est complètement incertain. Comment est-ce que vous voulez dire à des gens, ok, on ne sait pas si demain vous ne serez pas à la rue, on sait... Restez positif, ça va s'améliorer, sérieusement. Enfin, oui. Là, vous parlez, désolé, mais quand même, en tant que personne extrêmement privilégiée, peut-être qu'il faudrait vraiment aller mettre les pieds dans la réalité avant de dire aux gens de. J'y suis tous les jours, je vous rassure. J'y suis tous les jours. On n'est pas dans la même, en tout cas, monsieur. Mais moi, je peux vraiment répondre à cela que cette propension à voir l'avenir de manière négative, y compris dans la situation dramatique que nous vivons pour certaines populations. Et je conviens tout à fait qu'il faut être solidaire, empathique. La vision collectiviste du malheur est quelque chose qui m'exaspère, parce que ça n'est pas possible de faire vivre une société dans ces conditions. Oui, alors, je peux comprendre votre point. Le collectivisme du malheur, le kolkhoz de la plainte, c'est insupportable. Alors, monsieur Couture, je peux comprendre votre point, mais en fait, il ne fallait pas l'appliquer au Covid. Vous l'auriez appliqué à n'importe quel autre contexte. J'aurais été plutôt d'accord avec vous parce qu'on se plaint beaucoup. Mais là, en ce moment, dire que les gens se plaignent pour rien et qu'il faut qu'ils restent positifs... Je dis pas qu'ils se plaignent pour rien, est-ce que j'ai dit ça ? Vous avez dit que ça avait tué presque personne. Attendez, le Stade de France de morts, ça a tué presque personne. Je dis que si vous faites la comparaison entre le nombre de morts du tabac, le nombre de morts de cancer, le nombre de morts du sucre dans un pays qui ne se pose pas la question, je ne vous ai pas entendu parler du sucre, qui est un agent pathogène bien pire que le Covid. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Je pense que sincèrement, arrêtons le kolkhoz de la plainte. Et moi, je suis désolée, mais écoutez un tout petit peu les gens. Mais j'écoute. Non, est-ce qu'il faut, attendez, messieurs, dames, est-ce que, Christophe Barbier, est-ce qu'il faut que les Français arrêtent de se plaindre ? Ah oui, il faut qu'ils se plaignent moins. Il faut qu'ils se plaignent moins et qu'ils essayent de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide dans certaines circonstances. Après, il faut s'interroger sur ces 22% qui disent on ne retrouvera jamais une vie normale. Moi, je suis prêt à ne pas retrouver la vie d'avant si, par exemple, nos changements de comportement, c'est se laver les mains un peu plus souvent qu'avant, peut-être porter un masque dans les transports en commun. Il n'y a pas eu de grippe, il n'y a pas eu de gastro cet hiver. Donc, gardons les bonnes habitudes. Quand le coronavirus aura disparu, gardons les bonnes habitudes d'hygiène pour nous protéger de la grippe. Entre 6 et 15 000 morts par an, sauf erreur, selon les années, pour nous protéger de la gastro-entérite et puis pour tout doucement faire des progrès de santé publique. Néanmoins, retrouver la vie normale, ça devrait se faire tout de suite. Moi, je pense qu'on devrait rouvrir tout ce qu'on peut rouvrir, les musées, les théâtres, avec des protocoles sanitaires extrêmement rudes. Évidemment, rouvrir les restaurants à Brest, mais pas les rouvrir en Moselle ou à Dunkerque, et essayer d'être dans la souplesse de réaction, avec toujours l'œil sur les compteurs pour pouvoir réagir s'il le faut. Donc oui, nous devons arrêter de nous plaindre et arrêter de voir l'avenir en noir. C'est pas dit depuis l'épidémie. Les Français ont toujours été, depuis une vingtaine d'années, le peuple le plus pessimiste. On était même, dans certains classements, plus pessimiste sur notre avenir que les Afghans. C'est vous dire si on était loin dans le classement. Claire Lejeune. J'aimerais beaucoup être optimiste. J'ai 26 ans, donc j'aimerais beaucoup être optimiste, mais c'est impossible. Enfin, il faut un minimum de lucidité. Et là, on a parlé... Mais vous allez changer le monde. Vous allez changer le monde. Ça devrait être nécessaire à 26 ans d'être optimiste, non ? On a parlé là que de la pandémie. Comme si, en fait, avant, la situation était normale. La situation avant, on avait une crise sociale majeure. On fait face à une crise climatique affreuse. Et par rapport à ça, l'action politique n'est pas du tout au niveau. Aujourd'hui, on a une loi climat
qui passe à l'Assemblée, elle est loin, très loin, extrêmement loin d'être à la hauteur des enjeux de notre siècle. Donc l'injonction à être optimiste, elle est impossible à tenir aujourd'hui. Ce vers quoi on s'achemine, c'est plus 3 degrés. Ça veut dire qu'il y a 8 milliards de personnes potentiellement qui vont être touchées par des conséquences très directes de ce fait-là. Je veux dire, 8 milliards je de pense personnes, que ça fait la totalité de la planète. les générations d'avant, elles ont grandi dans un monde en expansion. Il y avait la croissance qui était pas questionnée. On se disait que nos enfants, ils iraient toujours mieux que nous. Nous, on est en train de devenir adultes dans un monde qui est en régression, où on va se prendre crise après crise. Je veux dire, et par rapport à ça, il n'y a pas du tout de sursaut. Je veux dire, là, toutes les assos, les associations, les étudiants, il y a plein de gens qui se mobilisent là pour mettre la pression aux députés de la majorité pour que cette loi climat, il y ait quelques amendements qui fassent qu'on arrive à grappiller quelques centièmes de degrés. Il n'y a pas d'écoute par rapport à ça. Donc même par rapport à la pandémie, qui est une catastrophe, je veux dire, un retour à la normale serait également catastrophique. Donc j'ai un optimisme de la volonté. Je suis militante, donc je continue bien sûr à y croire, parce que de toute façon, sinon on ne se lève pas le matin. Mais je veux dire, il faut être lucide par rapport à la situation qui est la nôtre, parce que si on n'est pas lucide, on n'agit pas. Et aujourd'hui, l'action, elle est absolument urgente. On peut considérer que la pandémie a distrait de ses objectifs à long terme, qui sont des objectifs majeurs. On peut considérer aussi que quand on va en sortir, il y aura une espèce d'élan qui fait qu'on ne voudra pas retourner à la vie normale, à la vie d'avant, parce qu'en effet, elle était pleine de défauts. Et qu'on va inventer un monde nouveau. Et à mon avis, tous les sacrifices qu'on demande à la jeunesse aujourd'hui, tout ce qu'on peint en noir dans son avenir, ça va l'amener à chambouler les choses. Et à commencer par prendre le pouvoir. Mais oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Donc cette il faut analyse. voter, il faut que les jeunes votent, militent et imposent leurs vues, leurs priorités, et que les générations plus anciennes, qui ont déjà le bonheur de survivre et de vivre longtemps grâce aux médecins, eh bien laissent la jeunesse bâtir le monde qu'elle veut. Et c'est vrai pour être clair. Moi, j'ai ce mantra en permanence qui est que lorsque mon grand-père est né, il y avait 1 milliard d'habitants sur la Terre. Lorsque je suis né, 2,5 milliards, on est bientôt 8 milliards. Je pense que le sujet majeur, il est quand même celui-là. Il y a une écologie de la natalité qu'il faudrait déjà commencer par se poser en priorité. Il n'empêche, pour prendre le côté positif et pour rétablir ma volonté d'optimisme, on nous disait au début, vos confrères nous disaient, un vaccin, c'est pas avant 2 ans et demi, 3 ans. On a mis 8 mois pour le trouver. Il y a aujourd'hui, là, sur Mars, une petite sonde qui, j'espère, elle s'est posée, je ne sais pas les dernières nouvelles. Non, ce sera tout à l'heure, ce sera dans une dizaine de minutes. D'ailleurs, il va pas falloir traîner. Et qui montre que l'humanité a toujours su rebondir sur la créativité, la science, la volonté et un optimisme collectif. Je suis d'accord avec vous sur la difficulté qui est la vôtre d'un monde qu'on laisse et qui n'est pas en très bel état. Mais bon Dieu de bois, restons avec cette volonté de survivre et d'être optimiste. Alors, bon Dieu de bois, qui vous a convaincu? C'est ce qu'on va voir. Et on commence avec Christophe Barbier. Convaincu ou pas? Français, reprenez-vous! Oui, Français, reprenez-vous, convaincus. En 1348, la peste a tué 1 Européen sur 3, donc une catastrophe absolument terrible. Résultat, comme il y avait peu de survivants, leurs surfaces agraires ont augmenté et ça a fait décoller l'agriculture dans nos contrées. Vous voyez, il y a toujours des pires catastrophes, des choses positives qui peuvent en sortir. Claire et ses amis vont inventer un monde nouveau. Claire, 26 ans, on compte sur vous. Convaincu ou pas? Alors, moi, je veux bien inventer un monde nouveau. Le truc, c'est qu'on entre dans une décennie critique. Donc, en fait, on a un espace de 10 ans pour agir de manière significative, notamment sur la question du climat qui détermine toutes les autres. Donc, non, j'ai pas d'optimisme à avoir autre que celui de la volonté. Mais est-ce que vous êtes convaincu ou pas? Donc, j'ai envie de dire, gouvernement, reprenez-vous par rapport aux enjeux qui sont les nôtres. Donc, non, pas convaincu sur cet intitulé-là et sur le fond du propos. Alors non, pas convaincu. Vous avez au moins l'avantage d'avoir des injures qui sont assez originales, donc tant mieux. J'ai horreur. Injure? Oui. Bon Dieu de bois, c'est une injure? J'ai horreur des injonctions. C'est adocien. J'ai horreur des injonctions à l'optimisme, en particulier en temps de crise. J'entends particulièrement bien la question de la volonté et de l'envie de créer autre chose. Je dis juste qu'aujourd'hui, il faut sortir un petit peu de sa bulle. On ne peut pas dire aux gens reprenez-vous, ça va aller dans cette situation. Par contre, on peut leur dire tous ensemble, effectivement, on peut recréer un monde nouveau. Mais ça me paraît logique qu'aujourd'hui, certaines personnes n'aillent pas bien. Un coup d'œil sur un livre écrit par quelqu'un sur ce plateau. Tiens, puisqu'on a le temps, quelques secondes, vous allez le voir, il va apparaître. Étienne Moujotte de Pouvoir, vous avez participé, je crois, Xavier Couture. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec cet homme, oui, beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour le sondage ou pas? Allez, rapidement, le petit sondage, il va apparaître, ce que vous avez pensé de... Tadam! Ce soir, harcèlement sexuel, violence sexuelle, Twitter est-il
devenir. Oula, il y a un petit problème. Tribunal, est-il devenu, oui, il y a une Oui, petite est-il faute devenir, est-il devenu peut-être Tribunal un tribunal médiatique, médiatique? Oui, 82% non, 18% voilà pour le Ça sondage. appelle une régulation quand même sur l'anonymat, sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Merci. Mais si les gens en sont conscients, ça veut dire que déjà ils vont prendre de la distance avec Christophe, ce il va qu'ils falloir disent. qu'on aille sur Mars. Ah pardon, bah Ça allons va pas être désagréable, mais c'est important. Merci à tous les quatre d'être venus ici ce soir. Dans un instant, Mars Aurélie Casse. C'est que du bonheur sur BFM TV.